Vous le savez maintenant, depuis quelques semaines, Monolith l'a annoncé, il y a Batman, le Chevalier Noir, qui arrive en mode jeu de rôle. Je vous propose de poursuivre la série d'interviews autour de certains membres de l'équipe qui se sont greffés sur ce projet. Vous avez pu écouter Frédéric Henry et également Xavier Fournier. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au jeu de rôle, après en parler avec ses règles, son adaptation. C'est en compagnie de François Verstraete. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dans cette équipe en binôme avec Olivier Caïra, en tout cas, pour adapter des règles d'un jeu de rôle que certains connaissent sûrement, pour l'adapter à cet univers de Batman et de cette ville Gotham. Avant de parler de ce travail et de ce jeu de rôle, j'aimerais qu'on dresse un portrait, le vôtre, à savoir ce que vous faites dans la vie et surtout, pour en arriver là, j'imagine que vous avez découvert le jeu de rôle très tôt. Vers quel âge et par quels moyens et surtout quel jeu de rôle vous a plongé dans cet univers? Alors, j'ai découvert effectivement le jeu de rôle très très tôt, à l'âge de 11 ans, tout simplement. Donc, j'ai commencé, je vais avoir mes 44 ans cette année, donc ça fait à peu près 33 ans que je joue. À l'époque, il y avait une sorte de petite mode autour des livres interactifs, autour des livres dont vous êtes les héros. Et il y avait deux gammes distinctes qui se rapprochaient du jeu de rôle que l'on peut trouver dans les commerces et notamment en librairie. Autour des livres dont vous êtes les héros, c'était effectivement L'Œil Noir et Terre de Légende. Beaucoup s'étaient orientés vers L'Œil Noir, moi vers Terre de Légende. C'est comme ça que j'ai découvert le jeu de rôle. Et à l'époque, pour se procurer notamment tout ce qui était dés, c'était très compliqué. Moi, j'habitais en banlieue. Donc en banlieue, vous ne trouviez pas les dés, tout ce qui était dés spécifiques, donc des 20, des à 10 faces, des à 4 faces. Et mon père, lorsqu'il allait se rendre sur Paris pour faire des courses, était allé effectivement dans une boutique spécialisée parisienne me trouver des dés. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, quand je l'accompagnais sur Paris, on va dire une fois par an, je prenais un livre de jeu de rôle de temps en temps et je m'étais après orienté vers Warhammer. Donc voilà, le Warhammer, la toute première version, la V1 de 88. Donc ça fait effectivement maintenant quelques années que je joue et c'était j'ai découvert effectivement énormément d'univers, énormément de jeux différents au fil des ans. Et que ce soit par le biais de la version anglaise ou de la version française. Et c'était quand vous êtes adolescent, notamment dans les années 90, c'est le début des jeux vidéo. La plupart des gens préfèrent les jeux vidéo. Moi, je m'étais plutôt orienté vers le jeu de rôle pour me recentrer un peu quelques années plus tard vers le jeu vidéo et le jeu de rôle. Mais c'est toujours avec grand plaisir que je continue à pratiquer. J'essaye de pratiquer, on va dire, encore au moins une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Le jeu de rôle, même si effectivement avec la vie de famille et puis le travail des uns et des autres, ce n'est pas toujours évident, mais nous continuons à nous adonner à notre plaisir. Et puis sinon personnellement, donc je vais essayer de me présenter, on va dire succinctement. À la base, je n'étais pas du tout dans la création ludique. Or, par contre, j'ai travaillé énormément dans le domaine ludique, pratiquement une vingtaine d'années. J'ai travaillé dans plusieurs magasins de jeux parisiens et tenu le mien aussi pendant quelques années. Et j'ai aussi écrit pas mal d'articles parce que à côté de mon travail de commercial, je suis pigiste culturel et j'ai eu l'occasion aussi de travailler pour quelques magazines consacrés à l'univers ludique, notamment pendant plusieurs années pour le magazine Jeux Pro qui était un magazine destiné aux professionnels et j'ai eu l'occasion aussi d'écrire pour des articles notamment sur des jeux de figurines pour Play Factory à l'époque. Et Donc vous voilà. continuez à avoir un travail sur Internet avec un blog autour de la culture pop et la culture geek, hein. Tout à fait. En fait, j'écris encore pas mal d'articles pour un magazine, pour un site web qui est consacré à la culture en général. Et moi, je suis plutôt orienté cinéma sur ce blog, donc j'écris énormément d'articles cinématographiques
pour ce blog, et notamment sur la pop culture. Récemment, j'ai également achevé l'écriture d'un ouvrage sur le cinéma, sur l'adaptation des films de super-héros au cinéma, en quoi c'est devenu un genre à part entière. Je suis toujours en recherche d'éditeur, mais je ne me décourage pas. Et voilà, donc c'est une passion à part entière, que ce soit l'écriture ou effectivement la culture en général et la culture ludique, bien entendu. Le jeu de rôle aurait pu rester une passion que l'on assouvit le week-end, une fois de temps en temps. En fait, vous avez décidé d'en faire votre métier. Quand s'est fait le déclic? Qu'est-ce qui à un moment donné, vous a fait comprendre que vous travaillerez autour du jeu de rôle? C'est assez particulier. En fait, à la fin des années 90, j'ai donc commencé à travailler en job étudiant dans une boutique de jeux parisienne. Puis, pendant mes études, j'ai achevé mes études, je suis parti faire mon service militaire, je faisais partie des derniers contingents. Quand je suis revenu, j'ai commencé à enseigner un petit peu en tant que prof à domicile, mais c'était pas non plus la chose que j'avais envie de faire spécifiquement. La boutique pour laquelle j'avais travaillé pendant mes études, effectivement, s'agrandissait, et on m'avait proposé, effectivement, le patron m'avait proposé de faire partie de l'équipe et de m'occuper avec un autre collègue d'une des deux boutiques, et ça s'est fait comme ça au fur et à mesure, et effectivement j'ai travaillé pour cette boutique jusqu'en 2008 et ouvert la mienne. J'ai voulu on va dire voler de mes propres ailes à un moment. Bon, ça s'est mal terminé pour des raisons un peu spécifiques, assez ubuesques. Et puis après j'ai retravaillé ensuite pour un autre confrère pendant quelques années. Donc voilà. Et effectivement, c'est devenu effectivement une passion autour du jeu, autour de la communauté. C'est vrai que nous, en fait, la culture, la pop culture, la culture geek et la culture holistique pendant des années étaient vues d'un très très mauvais œil. C'était en fait je pense que les gens d'une certaine génération, donc les quadragénaires, qui ont connu effectivement la grande époque des années 80-90, où on nous montrait du doigt, que ce soit pour le jeu de rôle avec différentes émissions de télévisées, ou même lorsque vous aimiez les mangas, les comics, etc., on vous regardait avec des gros yeux, ou même la science-fiction, on regardait avec des gros yeux. Maintenant, effectivement, ça a bien changé. Bon, la vision qu'on a vis-à-vis de cette culture est maintenant très très positive. J'ai vu évoluer ça, et c'est ça qui est intéressant. Et en boutique, effectivement, j'ai vu plusieurs générations passer. Et moi, maintenant, je vois effectivement Bon, là, j'ai arrêté de travailler en boutique, mais quand je travaillais encore en boutique, il y a encore 2 ans de ça, je voyais effectivement les nouvelles générations arriver. Le renouvellement des générations, c'était super agréable. Et c'était vrai, effectivement, le fait de pouvoir transmettre sa passion, de pouvoir faire découvrir d'autres univers, d'autres choses et d'autres styles de jeu à énormément de monde, c'est vraiment agréable. Et puis leur faire découvrir effectivement le jeu de rôle, parce que maintenant en boutique, les gens se orientent plus vers soit les jeux de cartes, ou bien sûr les jeux de société, les jeux de jeux de plateau, pas forcément vers le jeu de rôle. Ce n'est pas forcément le choix qu'ils ont en tête. Et c'est toujours agréable, effectivement, de voir que des gens ont envie de faire du jeu de rôle, même des jeunes, et effectivement que beaucoup de jeunes maintenant se remettent à faire du jeu de rôle. C'est vraiment, bon, je trouve ça vraiment bien. Hein. C'est vraiment génial. Intéressons-nous maintenant à ce projet Batman RPG chez Monolith. Comment s'est fait la rencontre de l'équipe? Comment vous vous êtes greffé sur ce petit noyau pour travailler sur ce super projet? En fait, ça s'est fait de façon assez cocasse, puisque c'est un projet qui s'est fait en fait entre amis. Et il y a 1 an et demi de cela, j'avais suggéré à Frédéric Henry d'utiliser sa licence Batman pour en faire un jeu de rôle, parce que je lui disais, écoute, à l'époque, il n'y a en tout cas pour lancer des campagnes participatives, notamment aux États-Unis, personne n'utilise de licence majeure pour lancer un Kickstarter. C'est clair qu'un jeu de rôle Star Wars ou un jeu de rôle Donjons et Dragons, ils n'ont pas besoin de Kickstarter. Et je lui disais, là, il y a sans doute un créneau à prendre. Donc, moi, je lui expliquais, effectivement,
tu devrais effectivement tenter l'aventure. Tu as la licence la licence Batman pour le jeu de plateau, ou avec Warner, si tu peux l'utiliser pour le jeu de rôle. Il m'avait dit, bon, je vais y réfléchir, et un jour, on en reparle à table avec justement, avec deux des membres de l'équipe, plus Fred, donc, dont Nicolas Texier, qui est un des scénaristes du groupe, et on en reparle, mais complètement innocemment, et Fred nous dit, bah, écoutez, on va le faire, et vous allez travailler avec moi. Donc voilà, c'est assez cocasse. Donc, et je trouve ça, je trouvais que effectivement c'était un beau projet. Personnellement, lorsque je me suis ajouté au groupe, moi je ne m'y attendais pas du tout quand Frédéric me l'a proposé. Donc effectivement j'ai accepté bien entendu tout de suite. Et c'était un nouveau défi, un challenge vraiment passionnant. En sachant que par contre j'ai toujours été fan de comics, bien avant d'être rôliste. Fan de jeux de super-héros, puisque j'en ai collectionné énormément, y compris les versions US du vieux DC Heroes de Mayfair. J'ai effectivement pas mal de suppléments de la version TSR de Marvel Super Heroes, et j'avais effectivement connu beaucoup de systèmes, vu exclusivement qu'est-ce qui était bien ce système et qu'est-ce qu'il ne proposait pas. Et j'avais suggéré déjà à Fred, si jamais tu dois faire un jeu de rôle Batman ou un jeu de rôle sur DC, il y a plein de choses qui n'ont jamais été faites, paradoxalement, ou auxquelles on n'a pas pensé, et qu'il faudrait développer pour si jamais tu fais un jeu de rôle Batman. Et donc c'est parti effectivement comme ça. J'ai fait effectivement la rencontre après en plus de Nicolas, notamment d'Olivier Caïra, et on a commencé effectivement à travailler sur le projet. Alors quand on parle de jeu de rôle, on est obligé de parler de systèmes de jeu. Il y en a des dizaines de systèmes de jeu différents qui sont plus ou moins adaptés suivant les jeux. Pour Batman, vous avez décidé de prendre un système déjà existant et de l'adapter à l'univers. On va le citer, c'est Chroniques oubliées, une boîte de jeux d'initiation qui marche très très fort chez Black Book Edition. Est-ce que c'était une évidence? Est-ce que vous avez réfléchi longtemps avant de choisir le système de jeu, ou c'était un peu une évidence que celui-là il pouvait être facilement adaptable? Alors, on a réfléchi longtemps, et on va dire on a beaucoup discuté. Il y a eu pas mal de discussions, on va dire, facilement pendant 3 semaines à mois pour l'équipe, pour savoir ce qu'on allait utiliser, en sachant qu'à chaque fois, comme c'est une licence, comme on adapte Batman, on a donc des impératifs, des contraintes temporelles. Donc il fallait faire un système. Alors, à un moment, on avait parlé de faire un système natif, mais le temps de tester un système natif, le temps de l'élaborer, de l'écrire et de faire quelque chose, parce que le but à chaque fois de Frédéric Henry, c'est que tout soit prêt, que le travail soit fait entièrement en amont au moment du lancement du Kickstarter. Comme ça, la production n'a plus qu'à être lancée. On n'aurait jamais pu tenir les délais. Il aurait fallu au moins 2 ans de préparation. Donc, on a commencé à regarder un petit peu les systèmes existants. On a hésité. Donc, au départ, on aurait voulu peut-être le faire avec le système de DD5, mais on le trouvait pas suffisamment ouvert, contrairement à la 3.5, puisqu'il y avait eu maintenant Mastermind, pour faire du jeu de rôle de super-héros. On avait pensé aussi un peu à Savage World, et puis finalement on s'est tourné effectivement sur Chroniques oubliées, parce qu'on pouvait faire effectivement, alors déjà parce que Black Book c'est une boîte française, et donc c'est beaucoup plus évident effectivement pour nous, et surtout pour Fred, pour collaborer avec une boîte française, je veux dire dans le sens où on peut tout de suite on peut les rencontrer, discuter, voir si effectivement le projet peut se faire. Donc déjà en termes de négociation, de discussion, c'est beaucoup plus aisé. Et c'était effectivement le système de Chroniques oubliées a été alors même si on peut lui reprocher une certaine simplicité pour beaucoup, moi, je trouve quand même qu'il est assez ouvert, permet pas mal d'options avec les voix, et surtout, Black Book nous a expliqué que pour les règles,
s'il y avait des choses que l'on voulait modifier, on pouvait les modifier effectivement pour le projet Batman. De toute façon, le projet, effectivement, on utilise le système de chronique oubliée, mais ça reste un projet Batman Batman jeu de rôle qui utilisera le système de chronique oubliée. Ce n'est pas chronique oubliée Batman. Ouais, il faut bien que les joueurs aient ça en tête. C'est-à-dire que oui, Chronique oubliée est connu parce que c'est une boîte d'initiation, que pour faire découvrir le jeu de rôle c'est bien. Mais en fait, vous allez prendre un système et vous allez l'améliorer et faire en sorte qu'il s'adapte parfaitement à l'univers. Exactement. Il y a beaucoup. Je peux vous dire que là, on est en pleine finition de la bêta version. Il y a, alors, effectivement, le système de révolution avec un des 20, etc. Ça, les systèmes des voix, ça reste, les niveaux, ça reste. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a aussi pas mal de choses qui ont été ajoutées de règles qui ont été ajoutées pour ce que vous avez fait à l'univers de Batman. Et comment vous travaillez alors avec Olivier Caïra et avec le reste de l'équipe, parce que chacun travaille un peu dans son pôle. Xavier Fournier, lui, est plus en charge du volet livret Gotham. Il y a ceux qui écrivent les scénarios, vous pour les règles. Il y a Fred qui doit chapeauter un peu tout ça. Comment vous travaillez vous avec votre partie, avec Olivier Caïra, et comment vous travaillez avec le reste de l'équipe? Alors c'est très très simple. En fait, donc on a le groupe au niveau des Olivier et Nicolas Texier, eux s'occupent énormément des scénarios et effectivement, j'ai été beaucoup plus orienté vers les règles avec l'aide en partie d'Olivier. Et ce qui se passe, c'est que nous avons des groupes sur les réseaux sociaux, plus des réunions. On fait des points pratiquement tous les jours. On se donne les idées des idées les uns les autres, par exemple, et des suggestions, et on teste certaines idées en partie réelle, en fait, avec les scénarios qui sont excellents, vous verrez, à l'avenir d'Olivier et de Nicolas. Et donc le principe, par exemple, on émet des idées, on teste. On voit déjà si l'idée elle est saugrenue ou pas, parce que ça peut arriver. Hein. Vous dites mon idée elle est géniale et en fait elle est complètement saugrenue, elle est complètement irréalisable. Et parfois c'est le contraire. Dès que vous émettez une idée, tout le monde dit ouais, on a pensé à la même chose. Et donc c'est effectivement en plus d'Olivier, il y a beaucoup de gens qui dans l'équipe qui apportent leur main à la pâte sur les règles. Et donc, c'est une totale, en fait, il y a une totale alchimie dans ton groupe. Par exemple, Xavier Fournier, même si on ne se limite pas au guide de Gotham, c'est-à-dire que quand les scénaristes ont besoin de lui pour avoir des précisions sur ce qu'ils peuvent faire et qu'ils ne peuvent pas faire dans leur scénario par rapport à Gotham, par rapport à l'exactitude du background, c'est bien sûr c'est vers Xavier qu'il se tourne. Donc là-dessus, effectivement, il y a une alchimie et surtout une émulation dans le groupe pour pouvoir créer ces règles et les scénarios et le jeu en général, et elle est quotidienne. Si vous voulez, là aujourd'hui, effectivement, il y a eu encore un grand débat sur sur l'utilisation d'un lieu de Gotham pour l'un des scénarios, et tout le monde effectivement a apporté effectivement son avis, ses connaissances s'il en avait sur le sujet. Et c'est ça qui est passionnant. Et c'est là où effectivement nous avons une équipe qui est très très soudée, très solidaire et qui fait énormément avancer les choses. Et on espère pour le mieux. Et on espère que le public accueillera effectivement avec enthousiasme ce que nous sommes en train de faire. On essaye de faire pour le mieux, pour que les gens soient satisfaits. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous réalisez un rêve de gosse, un peu un joyeux Noël à l'avance. Vous êtes fan de comics, vous êtes fan de jeux de rôle, et en fait, vous avez la possibilité de travailler sur un univers qui allie ces deux passions. Et on a l'impression que l'enthousiasme, en fait, et que ça émule tout le reste du groupe. Hein. Quand on parle avec Fred, quand on parle avec Xavier, c'est un peu ça qui règne autour de ce projet. C'est exactement ça. C'est c'est effectivement un projet très familial. Avant le Covid, effectivement, nos réunions de groupe, c'était des réunions qui se faisaient plutôt au restaurant. Maintenant, effectivement, c'est plutôt des réunions des téléconférences. Et généralement, après la téléconférence, mais quelques-uns parfois à rester, à discuter, autre chose, etc. Non, mais c'est une ambiance qui est très conviviale, entre les uns et les autres. C'est génial. Enfin, franchement,
Je trouve que là, c'est parfois lorsque personnellement, en tant que pigiste, quand je m'intéresse à des processus créatifs, notamment au cinéma, et que je vois que certains tournages ne se passent pas bien, il y a des discordes, et puis ça arrive aussi pour la création de certains jeux, ça a pu arriver, ou de projets effectivement culturels. Là, c'est tout le contraire, il y a une totale adhésion au projet. Et surtout, effectivement, un enthousiasme, une joie de vivre qui émane de ce projet. Alors bon, même si le sujet est sombre, hein, Gotham, c'est pas non plus un sujet très très joyeux, mais l'unité, la cohésion de groupe qui est en train de se dégager autour du projet est exceptionnelle. Et effectivement, c'est un rêve de gosse, et c'est un rêve de gosse qui en plus se déroule comme un rêve de gosse. C'est-à-dire que parfois vous avez un rêve et après quand vous voyez l'envers du décor, vous dites mon rêve il est un peu il part un peu dans les choux, et là c'est pas du tout le cas. Franchement, c'est vraiment un beau projet auquel Fred nous permet de participer, et un projet qui est mené par une équipe très soudée, et c'est ça le principal. Merci beaucoup de ce témoignage. On le sent, hein, en tout cas, à travers les différents interviews que l'on peut écouter, que l'équipe, voilà, réalise un rêve, un vrai projet. Puis on connaît on sait qu'il y a des spécialistes de Batman, Fred, il y a aussi François de chez Urban Comics, François Fournier qui est un spécialiste du super-héros. Enfin, voilà, un beau projet à suivre. Je vous invite tout particulièrement à aller sur la page. Il y a une page Facebook qui existe, un groupe en tout cas, qui permet d'avoir plein d'informations, de se retrouver entre fans, de parler de Batman à travers autre chose que le jeu de rôle, mais d'attendre des nouvelles de ce jeu de rôle. On n'a pas encore de date, hein, mais on tiendra les gens informés, bien sûr. Merci beaucoup et bonne continuation autour de ce projet, et à très bientôt. Merci pour tout. À très bientôt.